Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question du populisme hante notre temps. Comment définir cet étrange concept qui a mauvaise réputation, mais dont certains se réclament néanmoins pour marquer leur opposition à un système qu'ils jugent antidémocratique et vétuste? Comment se fait-il que la référence au peuple soit aussi négativement connotée dans une démocratie qui prétend quand même se fonder sur lui? Pour en parler, je reçois le politologue Guillaume Bigot qui vient de faire paraître un remarquable ouvrage, Populophobie, aux éditions Plomb. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, question première sur le titre même de l'ouvrage, Populophobie. C'est une réflexion, vous nous proposez, sur la disqualification politique, morale, sociale du peuple en démocratie. Mais comment définiriez-vous ce concept de populophobie que vous placez au cœur de votre ouvrage? Je commence avec cette question avant d'en enchaîner plusieurs sur votre description d'une situation pré-révolutionnaire en France. Mais d'abord sur la notion de populophobie. Bon, d'abord, c'est un effet second, c'est une conséquence. Et le populisme est une conséquence ou un effet second plutôt de la populophobie. Le concept qui est mieux installé dans le débat, c'est celui du populisme. Et donc là, il est moins besoin de le définir. En revanche, qu'est-ce que c'est que ce concept-là? Je dirais qu'il y a une polysémie qui est propre à la racine grecque phobie, phobos, en fait, la peur. Comme dans l'islamophobie, c'est de la peur de l'islam. La populophobie, c'est la peur du peuple. Mais exactement comme dans l'islamophobie, il y a aussi une dimension de défiance et de rejet finalement. Et donc là, la populophobie, c'est la défiance à l'égard du peuple, mais c'est aussi le rejet, voire l'hostilité à l'égard du peuple. Et c'est un sentiment qui est maintenant partagé par la plupart des classes dirigeantes des pays développés, mais qui est très ancré et très profondément, qui puise ses racines profondes dans l'histoire de France. Alors, vous nous dites justement, ça puise ses racines dans l'histoire de France. Votre ouvrage, c'est une espèce d'aller-retour constant à certains égards entre la situation pré-révolutionnaire française, ce qui a conduit à la Révolution, et la situation présente. Est-ce qu'on peut véritablement dire que la situation, les années présentes en France, mais peut-être aussi ailleurs en Occident, ressemble aux années pré-révolutionnaires qui ont conduit la France à 89, à 93 et ainsi de suite? Ce qu'on pourrait considérer, c'est que finalement, il y a une noblesse paradigmatique, la fameuse noblesse de Sieyès et justement des révolutionnaires de 1789, l'aristocratie, mais finalement, toute classe dirigeante est forcément une sorte d'aristocratie. Là, à nouveau, tournons-nous vers l'étymologie et l'origine grecque, Aristote est meilleur. Donc il y a à toute époque, finalement, une aristocratie, une classe dirigeante, une élite. Ce qui est très particulier dans cette analogie, c'est que l'aristocratie et l'élite, elle va finir par sombrer et s'étioler quand il y a plusieurs conditions qui sont réunies. La première, c'est qu'elle devient uniquement héréditaire, c'est-à-dire qu'elle refuse, elle se referme sociologiquement sur elle-même, elle refuse le sang neuf. Quand il y a plus du tout de reproduction dans une classe dirigeante, quand il y a trop de reproduction, et plus assez de sang neuf, c'est un signe de décrépitude. Le second signe de décrépitude, c'est qu'elle refuse finalement d'avoir en face de ses privilèges et en face de ses droits, d'avoir des devoirs. Finalement, c'est l'idée que noblesse n'oblige plus. Or, noblesse oblige toujours. C'était vrai pour la noblesse d'avant 1789, mais c'est vrai pour, entre guillemets, toutes les noblesses de toutes les époques. Si vous avez en tant que classe dirigeante des droits et des privilèges, c'est qu'en face, vous avez des contreparties, des obligations. Et ce qui est caractéristique de cette nouvelle classe dirigeante dans le monde, c'est qu'elle veut étendre ses privilèges, ça, il n'y a pas de problème, de plus en plus, mais elle ne veut plus exercer de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus exercer directement le pouvoir, elle ne veut plus être responsable, c'est répondre de ses actes et même embrasser un bien commun et rendre en quelque sorte au peuple, mais aussi au bien commun, la contrepartie des droits et des privilèges qu'elle a. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est qu'elle est cramponnée, cette classe dirigeante et cette noblesse, comme avant 1789, elle est cramponnée à ses dogmes, à ses idées reçues. Elle est incapable de se renouveler sociologiquement, elle est incapable de penser qu'elle a des devoirs à l'égard de la société, mais elle est aussi incapable de remettre en question ses totems et ses tabous. Alors justement, vous nous dites la classe dirigeante
bénéficie aujourd'hui de certains privilèges, mais n'accepte plus ses responsabilités. Pourriez-vous nous raconter à votre manière l'histoire de ce renoncement aux responsabilités? De quelle manière, finalement, la classe dirigeante en est venue à sacrifier peu à peu ses devoirs pour se lever exclusivement dans ses privilèges et ses avantages? D'abord, elle ne le pense pas comme ça. Et je pense que c'est une erreur profonde que de croire que la classe dirigeante occidentale, si vous voulez, n'aurait plus de valeur, au sens où elle n'aurait plus d'abord d'idée de ce qui peut classer la valeur des hommes les uns par rapport aux autres, et deuxièmement, qu'elle n'aurait plus d'idéaux, finalement. En fait, la manière de classer les hommes les uns par rapport aux autres, c'est pas la valeur militaire, comme l'aristocratie d'avant 1789, ni le service du roi ou le service du bien commun. Non, c'est le fait d'avoir plus ou moins de dollars, ou plus ou moins d'euros. C'est vraiment une sorte de plutocratie, de règne de l'argent. Mais cette capacité à accumuler de l'argent, à faire de l'argent sur le front de la globalisation et de la mondialisation, sur les marchés, comme on dit, ça signifie la valeur, en fait, d'un être, et ça permet de classer la valeur des êtres humains. Deuxièmement, c'est pas purement cynique comme on pourrait le croire, ou purement matérialiste. Il y a un certain nombre de croyances. Ces croyances, c'est les croyances dans les vertus de la globalisation, les vertus de la tolérance, les vertus d'une société d'ouverture, les vertus bien évidemment des droits de l'homme, érigées en une sorte de dogme qui va se réifier, se durcir et devenir le droit de l'homisme en quelque sorte. C'est-à-dire finalement, tout converge. Le fait de vouloir faire de l'argent sur les marchés sans entrave, jouir sans entrave, c'est la version libertaire, mais faire de l'argent sans entrave et délocaliser et faire de l'argent comme bon me semble, sur les marchés financiers sans rien devoir à personne le moins possible, c'est la version libérale. C'est le fameux alliage du libéral libertaire. Et en fait, on retrouve quelque chose qui forme le cœur du paradigme, c'est le culte du bon plaisir individuel. Le bon plaisir individuel, Uber alles, au-dessus de tout. Finalement, je ne dois rien à personne. Et donc, finalement, ils ont bien une idée de leur valeur. Ils sont capables de servir leurs propres intérêts, ils sont capables de s'épanouir en tant qu'individus. Ça n'a rien de méchant finalement, ça n'a rien de cynique. S'épanouir, c'est aussi accéder à la chirurgie esthétique. S'épanouir, c'est aussi faire du yoga, c'est faire de la méditation de pleine conscience, c'est être heureux, c'est trouver une forme de bonheur, d'apaisement avec soi-même. L'idée, c'est que le collectif a disparu, la patrie a disparu, la cité a disparu, le bien commun a disparu, il n'existe que l'individu. Comment les classes dirigeantes aujourd'hui perçoivent-elles le peuple? Vous parlez de populophobie, vous parlez donc d'une peur du peuple, mais qu'est-ce qui fait peur dans le peuple aux classes dirigeantes? D'où vient cette inquiétude? D'où vient cette peur? Comment se représente-t-on le peuple quand on est au sommet de la société aujourd'hui? Comme ils ne comprennent pas finalement que la manière dont ils font de l'argent, la manière dont ils servent ce qui fait pour eux la valeur et le sel de la vie, c'est-à-dire le service de l'individu, du bon plaisir individuel, ils ne comprennent pas finalement qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est un peu leur fantasme de le faire tout seul, de se séparer du peuple, de faire bande à part en quelque sorte. Et on retrouve là la thèse défendue avec brio par David Goodhart avec les gens de quelque part et les gens de nulle part, cette volonté de faire sécession. Ils ne se rendent absolument pas compte. Donc, ils savent bien finalement qu'il y a une population qui va pâtir de la mondialisation et de la globalisation, qui va en payer les pots cassés ou en faire les frais, et simplement ils parlent de passion triste. Ils disent mais en fait ces gens sont pleins de ressentiments, ils ont la nostalgie du monde d'hier, ils ont la nostalgie de la patrie, ils ont la nostalgie du bien commun, et ils voient finalement l'attachement à la politique, l'attachement au bien commun, l'attachement à la patrie, ils le voient plutôt comme à la fois une forme de nostalgie et aussi une sorte de lot de consolation. Finalement, c'est le sentiment d'appartenir à un collectif qui me dépasse, moi en tant qu'individu. C'est quelque chose que je ne pourrais éprouver si moi, en tant qu'individu, j'arrive à me réaliser moi-même et à m'épanouir moi-même. Donc voilà comment ils le perçoivent. Et donc ils considèrent que ce sont des passions tristes et ils ont cette intuition forte qu'il faut protéger la globalisation, qu'il faut protéger l'abaissement des frontières, qu'il faut aussi protéger les droits de l'homme, ce qu'ils appellent eux la démocratie, qui est tout sauf le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais enfin c'est plutôt ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire qu'il faut protéger finalement le paradigme, le modèle, contre le ressentiment de la population, parce que aujourd'hui on pratique des politiques néolibérales, néoclassiques d'offres et de libre-échange, avec peu de droits de douane et la possibilité de délocaliser, mais on ne sait jamais, le peuple pourrait changer d'avis.
Donc il faut mettre une sorte de verrou. Aujourd'hui, on pratique le communautarisme et on considère que la loyauté politique est complètement déliée de la loyauté culturelle. Mais attention, ça pourrait changer. Il pourrait y avoir des majorités qui voudraient revenir à l'idée d'une préférence nationale ou à l'idée que la nation est le bon horizon pour prendre des décisions politiques. Donc, il faut verrouiller là encore. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, vous le voyez moins, mais nous, en Europe occidentale et en Europe tout court d'ailleurs, on a la réification et l'institutionnalisation de ce paradigme avec la construction européenne. La construction européenne, c'est vraiment ça. C'est vraiment le moyen de faire en sorte que le peuple ne faute plus à nouveau, que le peuple ne change plus de politique économique et que le peuple ne revienne plus sur la consécration des droits de l'homme avec le bon plaisir individuel au-dessus de tout, que le peuple ne puisse plus refermer les frontières, par exemple, de l'immigration. Vous savez qu'en France, il y a une transposition d'une directive européenne depuis 2013 qui fait que quand vous avez un statut de clandestin en France, on ne peut plus ni vous arrêter, on ne peut pas vous arrêter en fait finalement, et on peut vous expulser éventuellement, mais il faut que vous coopériez. Donc on est vraiment dans la mise en œuvre d'une sorte de fantasme, de paradigme, en tout cas de vision un peu finissante de cette aristocratie qui s'est dotée d'un instrument institutionnel à travers l'Union européenne pour garantir finalement le règne du bon plaisir individuel. Alors, je me permets de vous relancer sur cette question du rapport au peuple qui est au cœur de votre ouvrage avant d'aller directement sur la situation en France. Quelles sont, selon vous, les grandes lignes de clivage aujourd'hui entre le peuple, pour le reprendre votre, et les élites, pour le dire dans des termes un peu schématiques. Donc, on connaissait le clivage gauche-droite. Vous en faites une critique assez sévère. Certains nous disent il y a aujourd'hui le clivage entre souverainistes et mondialistes. D'autres vont nous dire entre populistes et progressistes. Donc, on sait qu'on a besoin d'un nouveau clivage. Mais selon vous, quelles sont les lignes de clivage aujourd'hui, au-delà des étiquettes, entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre les élites occidentales et les populations occidentales? Ce qui est une contradiction extrêmement forte, c'est que on ne peut pas finalement se passer de classe dirigeante. Je disais tout à l'heure que finalement la noblesse d'Ancien Régime nous apparaissait comme la noblesse paradigmatique, mais qu'on retrouvait une forme de noblesse dans toutes les sociétés à toutes les époques. Mais on peut dire que la démocratie, dans sa vision archétypale, idéale, c'est le peuple qui se gouverne lui-même. Mais en réalité, tout le monde sait bien que ce n'est pas possible. Donc, finalement, à partir du moment où les élites dites démocratiques jouent contre la démocratie, en quelque sorte, ne veulent plus rendre compte au peuple de leurs décisions, ne veulent plus prendre des décisions au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple, on se retrouve dans une sorte d'aporie, de contradiction logique finalement. Le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, et puis ses représentants ont décidé de se débarrasser du peuple. Alors, que faire? Je pense que là, on retrouve un mécanisme qui s'est produit à plusieurs, en tout cas pratiquement toujours dans l'histoire, c'est-à-dire ces moments de crise où il va y avoir un changement de classe dirigeante. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de génération, il va y avoir un changement de sociologie, et il va y avoir un changement de paradigme, d'idéaux. Donc c'est pas finalement on va pas nécessairement sortir du système démocratique, mais je pense que le type d'élite démocratique tel qu'il truste aujourd'hui les partis politiques, la tête des syndicats, les grandes entreprises, etc., va être remplacé. En fait, j'ai fait une analogie. Mon livre part d'une analogie assez forte avec les situations effectivement pré-révolutionnaires en 1789, et je me suis amusé en disant mais finalement on a en France l'École nationale d'administration, vous connaissez bien l'ENA, un certain nombre de très très grandes écoles aussi très sélectives et très élitistes, et on a le fameux CAC 40, ces plus grandes entreprises qui travaillent essentiellement maintenant à l'exportation, à destination de la globalisation, et donc qui ont décidé de larguer les amarres avec l'intérêt national. Et donc, si on regarde finalement, j'ai pris ce critère des gens qui avaient été exonérés de l'impôt sur la fortune par Emmanuel Macron, on en trouve 150 000 à peu près en France, et les 100 000 personnes qui sont des anciens élèves des très très grandes écoles. Eh bien, vous faites 100 000 plus 150 000 et vous divisez par 68 millions d'habitants et vous trouvez exactement la même proportion que la proportion d'aristocrates à la veille de la Révolution. Mais là, on tombe un peu sur le fantasme du, même pas 1%, du 0,35%. Et je pense que on ne comprend pas pourquoi 1% et a fortiori 0,35% de la population arrive finalement à diriger l'État ou à diriger les affaires publiques dans un sens contraire aux intérêts de la population. Finalement, ça n'aurait pas de sens. Et en effet, ça n'a pas de sens. Il faut tout de suite comprendre qu'il y a finalement ce que j'appellerais un clergé. Donc on a bien identifié la noblesse. Je pense qu'il y a un nouveau clergé. Ce nouveau clergé, c'est plus un clergé religieux, en tout cas en France. C'est essentiellement un clergé médiatique. C'est un clergé culturel.
il y a une sorte de haute église et de basse église, et qui correspond à peu près à 25 ou 30% de la population. Vous avez la haute église, ce sont les people, les gens connus. Vous avez effectivement les intellectuels médiatisés, sauf ceux qui sont en quelque sorte des défroqués, les néo-réacs, vous et moi par exemple, et d'autres. Et puis vous avez tous ceux qui vont travailler dans les entreprises qui exportent, tous ceux qui vont être des manipulateurs de symboles. Donc tous ces gens-là finalement vont représenter, ils vont habiter dans les centres-villes, dans les mégalopoles qui sont finalement levés par les courants de la mondialisation, et on peut considérer que c'est un clergé. Et puis vous avez tout le reste. Alors la noblesse, si on la met à part, c'est donc l'alliance d'une noblesse de robe, les grandes écoles, l'ENA, et puis une noblesse d'argent, le CAC 40, et avec une petite noblesse aussi d'ailleurs, comme avant 1789, l'équivalent de la petite noblesse vendéenne qui était proche du peuple, ce sont les petits patrons de PME par exemple. Vous avez ensuite ce clergé. Et ce clergé, quelle va être sa fonction? Il va prier pour la globalisation, prier pour les droits de l'homme, prier pour l'ouverture, prier pour la construction européenne. Et puis vous avez le tiers-État, c'est-à-dire la masse du salariat, de la population qui subit cette sorte de destruction du bien commun. Alors pourquoi finalement il n'y a pas de réaction? Il n'y a pas de réaction d'abord parce qu'il y a un parti majoritaire, en tout cas en France, qui est l'abstention. C'est vraiment une part considérable du corps électoral. Et puis, vous avez des gens qui vont voter contre, et pour répondre directement à votre question, Mathieu, qui vont voter contre ce paradigme de la globalisation heureuse, des droits de l'homme, de l'état de droit et du marché. Mais ces populismes-là vont, en tout cas sur la scène politique française, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, être fracturés. Ils vont représenter une extrême droite et une extrême gauche qui est totalement non interféconde, comme diraient les biologistes. Ils ne peuvent pas s'allier ensemble, donc ils vont être divisés pour commencer. Et puis ensuite, ils correspondent très exactement à la caricature que le parti de la globalisation, c'est-à-dire la noblesse alliée au clergé, va représenter de ses ennemis. C'est-à-dire, d'un côté, un succédané du bolchevisme, d'une contestation de nature communiste du paradigme néoclassique, et de l'autre côté, une ressucée ou un retour du fascisme et des heures les plus sombres. Voilà globalement la caricature et le fait d'avoir empaillé, si vous voulez, une sorte de contestation politique du paradigme. Donc le vote populiste, en tout cas en France, est stérile pour les raisons que je viens d'expliquer, et puis il y a surtout cette cohorte gigantesque de l'abstentionnisme. Et on revient à mon point de départ, c'est-à-dire que ça ne peut changer que s'il y a un renouvellement de la classe dirigeante. Autrement dit, s'il y a une nouvelle élite qui elle-même accepte de changer de paradigme. Et on revient à la règle, il y aura une nouvelle génération, elle portera des idées neuves et elle appartiendra à une sociologie totalement distincte de celle, disons, des cadres supérieurs du CAC 40 alliés aux énarques. Alors, je me permets d'y revenir. Vous parlez à plusieurs reprises, dans l'ouvrage, mais dans l'entretien aussi, de la nécessité d'une nouvelle élite. Donc, en gros, les idées ne circulent pas d'elles-mêmes, les idées doivent être portées, un paradigme doit être porté pour contester le paradigme dominant. Vous nous dites que cette nouvelle élite qui viendra sera ancrée dans une autre sociologie. La chose est vraie encore une fois, c'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs. Les mouvements, les contestations font surgir une sociologie nouvelle, des couches de la population qui se sentent exclues du jeu politique ou du jeu démocratique. À quoi ressemblera, selon vous, la sociologie de cette élite appelée à contester, cette nouvelle élite appelée à contester les élites encroûtées dans le modèle actuel? C'est une question difficile. D'abord parce que souvent, et vous ne tombez pas, Mathieu, je vous en remercie dans cette ornière, la question qu'on me pose, c'est « mais alors, donnez-nous des noms ». Mais par définition, si on pose le diagnostic d'un verrouillage sociologique et d'une sorte de barrière à l'entrée pour accéder à une sorte de visibilité, mais aussi de capacité à peser sur les décideurs d'une société, et on considère que la classe dirigeante, elle fait barrière ou elle fait barrage, par définition, ceux qui ne passent pas le barrage sont peut-être les plus intéressants. En tout cas, en 1789, personne ne connaissait Danton, Robespierre ou Bonaparte. Mais je vois en 1870, personne ne connaissait Gambetta, ni Jules Ferry, ni Clémenceau. Personne en 1940 ne connaissait le général de Gaulle ou les compagnons de la Libération. Donc le principe, c'est que s'il y a un phénomène de ce type, s'il y a un verrouillage sociologique de ce type, par définition, on ne connaît pas les gens encore.
Ils sont mis et chassés par une espèce de darwinisme à l'envers. Ils sont impitoyablement chassés. En fait, on a un mécanisme de reproduction et d'ossification, ce qui fait que si vous contestez la ligne Maginot, si vous contestez l'euro, si vous contestez le fait que l'immigration sera forcément heureuse et enrichissante, vous allez être immédiatement évincé et immédiatement chassé. Donc ça, c'est le premier point. C'est sûr, finalement, un fait que les têtes, les visages, les noms ne sont par définition pas connus. Deuxièmement, la sociologie. Alors, si on revient, prenons un exemple dans l'histoire, parce que on va essayer de revenir ensuite à la situation actuelle. En 1870-1880, c'est-à-dire au moment où en France, le Second Empire va s'écrouler après la défaite de 1870, et puis il va y avoir une Troisième République qui va s'installer. Cette Troisième République, en fait, elle fait sortir des hommes neufs. Donc j'en ai parlé, on ne les connaissait pas. Mais surtout, ils appartiennent à une nouvelle sociologie. Ce sont plutôt des professeurs, ce sont plutôt des professions libérales, des avocats, des médecins, des gens qui sont élus de province et qui vont monter à Paris. Et ils n'ont plus rien à voir avec les résidus de l'aristocratie d'Ancien Régime qui avait fait alliance avec, disons, les grandes fortunes bancaires du Second Empire et de la monarchie de Juillet. Et ils n'ont plus rien à voir finalement avec le tout Paris de l'époque. Bon. Mais si on se projette dans le temps, on se retrouve en 1940, ce sont ces gens-là, c'est cette sociologie-là qui est devenue le tout Paris et qui a constitué le tout Paris. Donc on a bien un mécanisme de remplacement de la sociologie. Donc ce sont des gens jeunes, ce sont des gens qui arrivent même géographiquement, qui viennent plutôt de la province, et ce sont des gens qui appartiennent à une sociologie différente. Alors aujourd'hui, par analogie, à quoi ça pourrait ressembler ? Alors chez vous autres, je ne sais pas. En France, il est vraisemblable que par opposition, disons, à des gens qui sont à la tête de très grandes entreprises, de très grandes multinationales, qui souvent ont quasiment des rentes de situation, probablement des dirigeants de PME ou des dirigeants de ce qu'on appelle les ETI, des entreprises de taille intermédiaire, à qui absolument rien n'est donné, ils n'ont aucune prébande, leurs produits ne sont pas portés en quelque sorte par les intérêts politiques ou les intérêts institutionnels, ils n'ont pas de rente de situation. Peut-être ces gens-là seraient beaucoup plus combatifs. Pareto, qui a beaucoup travaillé sur la question des élites et de renouvellement des élites, opposait avec deux figures machiavéliennes, la figure du lion et la figure du renard, en expliquant que les classes dirigeantes sont toujours fondées par des lions, plutôt agressifs, jeunes, qui renouvellent le genre et qui sont capables de défendre leur territoire. Et puis, les classes dirigeantes, elles vont s'écrouler un peu sous l'effet du type, plutôt de l'idéal type renard, qu'on retrouve aussi chez Machiavel. Il faut bien sûr un dosage des deux animaux et des deux métaphores, mais finalement, sont plus des renards à la fin qui ont triomphé. Et donc, il faut plutôt des gens qui ont envie de se battre et de défendre leur position, ou a fortiori de gagner des positions et de contester des positions nouvelles. Donc, vous voyez, on a plutôt l'impression que l'ENA et le CAC 40 formatent des renards et plus des lions. Donc, les lions seraient plutôt dans les petites entreprises, dans les ETI. On peut imaginer aussi que dans un monde bouleversé par les technologies, bouleversé par beaucoup plus ouvert sur un plan international, c'est un paradoxe apparent que finalement ce sont des gens qui sont très franco-français, que ce soit les énarques ou même les gens, les capitaines d'industrie qui bénéficient des réseaux d'affaires en France, sont pas des gens qui sont tant exposés que ça à la concurrence, sont pas des gens qui n'ont ni l'âge ni finalement la capacité d'appréhender les nouvelles technologies. Donc, de manière assez curieuse, pour contester la globalisation, il faut des gens qui précisément la connaissent, ne sont pas impressionnés par la globalisation, ne sont pas impressionnés par les technologies, mais au contraire les maîtrisent. Si vous voulez finalement que la France redevienne elle-même, renoue avec son destin, il faut connaître l'étranger, parce que c'est en connaissant la situation internationale qu'on arrête de penser comme les élites françaises que l'herbe est plus verte ailleurs, et que le seul intérêt pour la France et la seule sauvegarde pour la France, ce serait de s'adapter à une globalisation qui, lorsqu'on la connaît de l'intérieur, pour avoir vécu en Chine, aux États-Unis, en Inde, dans le Moyen-Orient, etc., où on sait bien que la globalisation, en fait, c'est une pellicule assez fine, une couche assez fine, et sous la mondialisation, vous gardez, il y a tout de même une diversité de géographie, une diversité d'histoire qui reste très importante, et le monde reste vaste et complexe. Donc, vous voyez, j'essaye de répondre à cette question tant bien que mal, mais je pense que ce sont des profils d'une sociologie différente, qui ont probablement une expérience internationale, qui sont plus jeunes, donc plus
à même de comprendre le monde technologique et scientifique dans lequel nous rentrons, et puis des gens qui vont avoir une ambition très forte pour leur pays et qui vont replacer finalement le primat du collectif vis-à-vis de l'individu, le primat du bien commun sur le business par exemple ou les affaires. Alors, on se retrouve, vous nous annoncez une situation assez tendue, hein? C'est-à-dire, vous ne nous proposez pas le portrait d'une société tranquille, vous nous parlez d'une société clivée, d'une société traversée par des clivages qui ne sont plus qu'idéologiques, mais qui sont sociologiques, qui témoignent de différents ancrages dans le monde. D'après vous, je ne veux pas vous transformer en prophète ou en responsable, en futurologue, mais d'après vous, quels seront qu'est-ce qui risque de faire le point d'explosion, appelons ça comme ça, qui vont amener nos sociétés à basculer dans une logique ouvertement conflictuelle, si tel est le cas. Je donne un exemple. Vous avez connu les Gilets jaunes en France il y a 2 ans, je crois environ, autour d'une question qui était la question environnementale au tout début dans l'esprit public, c'est-à-dire une taxe nouvelle, si je ne me trompe pas, sur les questions environnementales, mais qui, à travers cela, c'est tout un mécontentement, un malaise profond qui s'est exprimé. Donc, pas sur une question très, très fortement symbolique comme on pouvait se l'imaginer les intellectuels, mais sur une question touchant à la vie ordinaire la plus concrète. Quels seraient pour vous les points les événements, ou tout le moins les prétextes qui pourraient amener la société à entrer dans une dynamique ouvertement conflictuelle? D'abord, vous avez rappelé la crise des Gilets jaunes, et la crise des Gilets jaunes, elle est ô combien éclairante sur cette situation pré-1789, parce que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que la classe dirigeante, qui elle-même ne veut plus payer d'impôts, a décidé de s'exonérer du reste de taxes qui pesaient encore sur ces gens les plus fortunés, puisque M. Macron a décidé de transformer l'ISF de l'alléger en fait, en IF, en impôt sur la fortune, plus léger, et presque en même temps, pour reprendre son expression fétiche, il a taxé pour sauver l'environnement, un thème qui est très cher aux gens qui pensent que la planète, le monde entier et le globe valent plus que leur cité. Il a taxé les gens qui utilisaient des automobiles au gasoil, c'est-à-dire les plus pauvres. Et donc on voit bien, si vous voulez, c'est une situation pré-1789, le refus de la taille, de l'impôt qui était la taille par la noblesse, et envisager de nouveaux impôts pour les paysans qui étaient déjà écrasés d'impôts, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc revenons sur la situation maintenant post-Gilets jaunes finalement, et c'est une situation où je pense que le coronavirus a servi de révélateur. Il a eu un effet apocalyptique au sens étymologique, c'est un effet de révélateur incroyable. Et je pense que ce qui tenait encore la classe dirigeante française, c'est une sorte de préjugé de compétence. C'est-à-dire que l'idée que certes les choix politiques qui étaient ceux de la classe dirigeante n'étaient pas du tout la population, la majorité du corps électoral, sauf peut-être cette catégorie des prieurs, du clergé des grandes métropoles. Les autres, 70-80% de la population, n'étaient pas favorables à ces choix politiques. Il s'agissait de toujours plus d'état de droit, de toujours plus d'Europe, de toujours plus de marché, de toujours plus d'immigration. Non. En revanche, il y avait un préjugé qui était favorable, c'est le préjugé de la compétence. En se disant, ces gens-là, au moins, sont compétents. Et je pense que la crise du coronavirus, c'est ce préjugé de compétence qu'elle a balayé. D'abord parce que les décisions ont été les plus ineptes les unes que les autres, et parce qu'en fait, ça a montré que les choix les plus stratégiques de la classe dirigeante, on peut en prendre quelques-uns, mais par exemple le remboursement de la dette. Bon, la dette était déjà quasiment à 100% du PIB, elle est maintenant à 120% du PIB. On voit bien qu'elle n'est absolument plus remboursable. Donc les moyens qui ont été mis en œuvre pour faire face aux effets du coronavirus ont rendu ce problème plus inextricable que jamais. Mais on nous a expliqué aussi qu'il n'y avait pas d'argent magique. C'est la raison pour laquelle les Français étaient, par exemple, invités à rembourser 44 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Mais alors, il n'y avait plus d'argent pour les masques, il n'y avait plus d'argent pour les lits d'hôpitaux, il n'y avait plus d'argent pour l'armée, il n'y avait plus d'argent, il y a toujours plus d'argent pour les policiers. Mais par contre, il y avait 44 milliards, c'est-à-dire le premier poste de dépense de l'État qui était affecté au remboursement des intérêts de la dette. Et donc je pense que maintenant, on se rend compte que le système est pris dans des contradictions qui sont totalement inextricables. Ce qui fait qu'on ne peut pas rétablir l'ordre, par exemple, dans les banlieues, face au Black Bloc, etc., face à une sorte d'ensauvagement. C'est le culte du bon plaisir individuel. Il n'y a rien qui vaut la vie. Finalement, ce qu'a dit Emmanuel Macron dans une de ses allocutions, celle récente du 28 octobre sur le reconfinement, il a dit « Il n'y a rien au-dessus de la vie humaine ». Si on peut plus. Et d'ailleurs, finalement, c'est ça le coronavirus. Le coronavirus, c'est que s'il y a quelques personnes, notamment très âgées, notamment en fin de vie, qui meurent,
il faut mettre un pays à l'arrêt, il faut paralyser tout un pays dans son ensemble. Donc on voit bien finalement une extraordinaire vulnérabilité et surtout la révélation, je pense, qui a été forte pour beaucoup de gens en France, c'est que l'argument de la classe dirigeante qui consistait à dire que vous ne pouvez pas sortir de l'euro, vous ne pouvez pas sortir du remboursement de la dette, vous ne pouvez pas sortir de l'immigration, vous ne pouvez pas sortir de l'état de droit. En fait, on s'est maintenant rendu compte que si on restait à l'intérieur du paradigme, si on restait à l'intérieur du modèle de la classe dirigeante, c'est là où était l'impasse. Et en fait, la classe dirigeante risquait de nous entraîner dans son effondrement elle-même. Et pour finir de répondre à votre question, Mathieu, je pense que ce qui est le plus dangereux, assurément, c'est pas le coronavirus qui jusqu'à présent a tué 0,05% de la population. Ce qui est beaucoup plus dangereux en France, si on considère à nouveau le long terme de l'histoire de France, c'est qu'il n'y a jamais eu une minorité, qu'il s'agisse d'une minorité politique, un parti politique, mais aussi une minorité religieuse. Je fais allusion là aux Huguenots, par exemple, ou même aux Croisés, au retour des croisades. Il n'y a jamais eu de minorité politique. Les collaborateurs, les émigrés ou les aristocrates s'étaient retournés contre le pays au moment de la Révolution française. Il n'y a jamais eu de minorité qui ait pris les armes ou qui ait essayé de détacher une partie du territoire, de faire sécession, de faire bande à part, sans que ça finisse très très mal, sans que ça déclenche en fait, sinon des guerres civiles, du moins des épisodes vraiment de sauvagerie extrême. On n'est plus très loin de ce point. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du tiers-État, mais à l'intérieur du tiers-État, il y a le tiers-État, disons, qui se sent appartenir à la nation française et à l'histoire de France, et puis il y a un petit tiers-État, ce que j'appelle le tiers séparatiste, qui est identifié sur la carte. Il y a des zones qui sont dites des zones de non-droit ou des quartiers sensibles, où les gens qui habitent sur ces territoires sont souvent jeunes, qui eux aussi ont été victimes de la stratégie de la classe dirigeante, qui était une stratégie faite de désindustrialisation et d'appauvrissement au service d'une minorité. Ils ont été sommés de se débrouiller par eux-mêmes, et donc ils ont développé du trafic de stupéfiants. Ce trafic de stupéfiants a été d'ailleurs très perturbé par le coronavirus, ce qui fait que il y a une montée de la violence très très importante en ce moment en France, et quasiment une situation insurrectionnelle dans beaucoup de quartiers dans notre pays. Mais surtout, cette minorité, on lui a dit, au nom de l'Europe, puisque l'Europe finalement s'est détachée la loyauté culturelle de la loyauté politique, au nom de la globalisation aussi, puisque finalement il n'y a plus de frontières et les hommes doivent se promener leur culture sur leur dos ou la culture de leurs ancêtres sur leur dos, qu'ils n'avaient pas besoin de finalement faire peuple, parce que le peuple était quelque chose de détestable, la populophobie. Ils n'avaient pas besoin de faire peuple avec le peuple français, et qu'ils étaient au contraire invités à venir comme leurs parents ou leurs grands-parents sont arrivés. L'homme ne vivant pas que de pain, l'islamisme a remplacé le patriotisme qui a disparu, et donc ces quartiers sont en phase de sécession économique avec le trafic de drogue, sécession géographique, ils rejettent la présence de la police, même la présence des pompiers dans leur quartier, et ils sont en situation aussi de quasi-sécession idéologique, puisque c'est l'islamisme très agressif, même s'il n'est pas toujours djihadiste, même s'il n'est pas toujours poseur de bombes ou égorgeur. En tout cas, il y a des mœurs, il y a un système de valeurs qui est parfaitement antinomique et parfaitement hostile, non seulement au système de valeurs, disons, français, républicain, classique, mais aussi au système de valeurs de l'omnitolérance et du marché mondial, de la globalisation. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, je pense que c'est cette situation-là qui va mettre le feu aux poudres et qui va malheureusement mettre en danger finalement l'ordre public. Et pour terminer, ce qui est effectivement très inquiétant, c'est que cette colère que ressent une grosse partie de la population française, puisqu'il y a ce blocage sociologique, n'est pas vectorisé ou n'est pas vectorisable sur le plan politique. Nous n'avons pas de Boris Johnson, nous n'avons pas de Donald Trump, nous n'avons pas de Viktor Orban, nous n'avons pas un membre de la classe dirigeante ou un membre de l'élite qui se retourne contre sa classe et qui prend fait et cause pour le peuple français, pour la majorité, et qui essaye d'empêcher d'ailleurs cette fracture ouverte et sanglante qui risque de déchirer le corps social français. Alors, sur ces propos très inquiétants, je me permets de vous poser une dernière question très brève. Vous nous présentez une situation assez inquiétante, plus qu'inquiétante. Y a-t-il néanmoins pour vous une possibilité que tout ne se termine pas mal, finalement? Que les choses se débloquent dans un cadre démocratique libéral, finalement,
autrement dit, une forme de renouvellement du personnel politique et des élites à l'intérieur même des paramètres de la démocratie libérale telle que nous la connaissons. Est-ce que tout cela peut ne pas mal finir? Oui, ça peut ne pas mal finir parce que on se recentre un instant sur ce risque le plus immédiat, le risque de fracture territoriale, idéologique, avec une forme de sécession des banlieues. Ce que le président de la République lui-même a nommé le séparatisme, peut-être mal nommé d'ailleurs, parce que c'est plutôt une idéologie conquérante qu'une idéologie de séparation. Mais enfin, on en est là. En fait, beaucoup d'habitants de ces zones sensibles, de ces quartiers de relégation, vivent un peu sous la férule des islamistes et sous la férule des trafiquants de drogue, mais ils aspirent, c'est même sûr, d'abord à la paix. Ils aspirent à un minimum de décence ordinaire, pour parler comme Orwell. Donc si la politique macroéconomique, les priorités de l'État changent, si on sort de l'euro, si on dévalue fortement la nouvelle monnaie, si on relance l'activité économique comme l'a réussi le général de Gaulle après 1958, par les mêmes méthodes d'ailleurs d'une dévaluation, si on arrête avec le système social et qu'on comprend enfin que d'abord on ne peut pas s'enrichir si on ne produit pas et si on ne renoue pas avec la production et le travail, si on met des barrières douanières notamment vis-à-vis de pays qui eux n'en mettent pas, si on draine une épargne qui est une épargne la plus colossale d'ailleurs de tous les pays occidentaux, hein, l'épargne française est absolument monstrueuse, qu'on la draine et que l'État la draine et la tourne vers les nouvelles technologies, alors oui, je suis persuadé que le patriotisme français existe toujours, sous les cendres, il y a encore des braises, il suffirait de souffler dessus, et en plus, il s'avère que le monde entier aurait besoin d'un point d'équilibre entre, disons, une Chine hyper technologique mais hyper collectiviste et très dictatoriale, et une Amérique qui est ultra libérale et individualiste, et qui risque de s'écrouler sous le poids du communautarisme et de l'individualisme mêlé. Donc je pense que ce point d'équilibre peut être assez naturellement la France, pas la France toute seule bien sûr, la France avec la Grande-Bretagne, la France avec la Russie, la France avec des pays d'Europe orientale qui ne se laissent pas entraîner par ce paradigme de la globalisation, et donc tout peut renaître assez rapidement. Mais on est vraiment dans une situation de bascule, c'est-à-dire, et ce qui rend à la fois optimiste rend pessimiste sur le court terme et optimiste à long terme. Je m'explique. Malheureusement, dans l'histoire de France, il y a souvent ces épisodes qui sont assez sombres, qui sont des épisodes où l'ordre public s'écroule, où il y a, sinon une guerre civile, en tout cas une situation vraiment presque qui semble désespérée. Et systématiquement, c'est pour ça qu'il y a des matières à être très optimiste sur le long terme, systématiquement, ce sont dans ces moments-là que d'abord une nouvelle élite peut se frayer un chemin. C'est dans ce moment-là que les fameux lions, par opposition aux renards chez Pareto, sortent. C'est dans ce moment-là aussi, finalement, que une masse de la population va finir par s'unir, en fait, et se réapproprier ce qui est un destin maintenant millénaire, parce que la France, elle a un peu plus de 1000 ans. Alors, Guillaume Bigot, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je redonne le titre de votre ouvrage, Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française, aux éditions Plomb. Merci encore. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bocoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.